Nous, aux établières, étant donné qu'on est une ferme expérimentale, on a voulu vraiment aller sur l'extrême, on va dire, donc comparer du 100% bois à du 100% paille. Et après, même dans le 100% bois, il y a plein de façons de le mettre en œuvre. L'arbre, ressource pour l'élevage face au climat. Épisode 3, l'arbre litière. T'en as qui vont mettre une grosse couche d'un coup et après vont pas y revenir pendant plusieurs semaines, voire mois, et vont juste passer un coup de vibro pour aérer, retourner, etc. Dans le projet Climavège, la Chambre d'agriculture et 74 partenaires travaillent sur l'adaptation au changement climatique de l'agriculture en Pays de la Loire et en Bretagne. Face à l'augmentation des températures et au risque de sécheresse qui s'intensifie, la ferme expérimentale des Établières en Vendée teste des solutions concrètes pour s'adapter en utilisant une ressource disponible sur l'exploitation pour l'alimentation des animaux ou en copeaux pour la litière, les haies. Et donc en fait nous on a décidé de partir sur une pratique où on met en gros 15 cm au premier rapport. On n'y revient pas grosso modo pendant à peu près 3 semaines. Sixtine Fauvio, responsable de la ferme expérimentale des Établières à La Roche-sur-Yon en Vendée. C'est la propreté de l'animal qui déclenche le réapport de bois et non pas l'œil. Ça c'est aussi une difficulté au début. On a tendance à surutiliser les copeaux parce que on a l'habitude de piloter à l'œil, sauf que la paille c'est jaune, le bois c'est marron. La paille, quand elle devient marron, on se dit qu'il faut en rajouter. Le bois, si on fait ça, on passe notre vie à en rajouter, quoi. Donc, il y a une petite phase d'adaptation de l'éleveur. Et donc, ensuite, une fois que tu pilotes à la propreté de l'animal, il ne faut pas que l'animal il passe en note de C. Et en fait, ça dépend de jusqu'où elle est sale. Si ça monte au niveau du jarret, si ça va jusqu'au bassin, si ça prend tout le ventre, etc. Donc en gros, dès que ton animal il est en B, on va appeler ça B-, que tu sens que tu es un peu à la limite, tu fais un réapport de 5 cm, 5-7 cm de copeaux. Grosso modo, nous ce qu'on a observé, c'est qu'en faisant ça, donc le premier apport, tu ne touches pas pendant 3 semaines et ensuite tu fais des apports à peu près toutes les 2 semaines. La grosse question qu'on nous pose en général, c'est avec quel matériel on fait ça. Donc nous, on l'a fait au godet, le godet du télescope, mais ça marche très bien avec le godet du tracteur. Pour le premier apport, évidemment, il faut l'étaler. Les apports suivants, un tas au milieu de la case suffit et en général, les vaches, ça les éclate d'étaler leur litière. Donc, ça fait une petite activité, donc ça permet de gagner du temps. Si les agriculteurs qui faisaient des bâtiments complets, ils pouvaient utiliser aussi l'épandeur à fumier. Ils chargeaient leur épandeur de copeaux et ils traversaient tout le bâtiment comme ça. Et donc, ça fait un parterre de copeaux, ça marche très bien. Et donc ensuite, curage, pour que ce soit utilisable derrière en fumier, je veux dire, la reco, c'est 2 mois sous les animaux minimum. Donc après, il faut bien piloter l'apport de bois. Si tes vaches passent à une note de propreté de C, la seule solution de résoudre le problème, c'est de curer et de recommencer. Donc c'est un peu dommage. Et en vrai, c'est une litière qui est très portante. Et donc qui, bien gérée, peut vraiment... qui à l'œil paraît molle et voilà, et qui en fait, une fois qu'on rentre dans la case, stabilise le sol, quoi. Donc, et après, les copeaux, par capillarité aussi, se rechargent petit à petit, mais tu as quand même toujours une couche propre au-dessus. Et effectivement, tu reviens au bout de 2 mois si tu veux les sortir au bout de 2 mois, mais si tu as une capacité de remettre encore des couches au-dessus, sans manger ton quai d'alimentation ou autre, et voilà, tu peux encore, ou atteindre la barrière ou autre, tu peux encore monter, tu n'es pas obligé de curer au bout de 2 mois si tes animaux sont propres et que ta case est propre, quoi. Inquiétude de l'équipe, inquiétude de tous les agriculteurs avec qui j'en parle, c'est est-ce que mes animaux vont s'allonger, se coucher autant que sur de la paille? Est-ce que je ne vais pas avoir des problèmes sanitaires liés à des échardes, par exemple, ou des mammites, etc. Donc nous, on a fait des suivis spécifiques sur la santé, l'activité des animaux et leur performance, donc croissance, etc.
Et on n'a vu aucune différence entre les animaux sur de la litière 100% paille et les animaux sur la litière 100% bois. Ce qui est hyper intéressant en revanche, c'est que sur la litière bois elle-même, on a observé qu'elle chauffait beaucoup moins que la litière paille. On a en moyenne jusqu'à 11 degrés de moins au cœur de la litière sur du bois par rapport à la paille. Et on se rend compte que la différence de température entre la paille et le bois, elle est indépendante de la température extérieure. Donc on peut imaginer que quand il fait 30 dehors, la litière bois, elle reste à une température relativement correcte, ou en tout cas, elle permettrait peut-être de limiter le stress thermique des animaux à ce moment-là. Et à l'inverse, c'est une litière qu'on ne mettra pas sur nos veaux, nous, par exemple. Parce que les veaux, ils ont besoin de chaleur à la naissance. C'est des exemples type, on va dire, avantages et inconvénients, utilisation diverses en fonction des catégories animales. Ce qui est sûr, c'est que qui dit température moindre, dit moins de développement de micro-organismes pathogènes, potentiellement. Et donc, on peut imaginer, alors nous, encore une fois, on est en viande, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais on peut imaginer qu'en laitier, on puisse limiter des problèmes de mammites ou autres, en tout cas de développement de micro-organismes pathogènes pour les animaux. Donc nous, on a fait 3 années de répétition et derrière, on a continué à l'utiliser sur la ferme pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a du bois à valoriser, issu de notre plan de gestion des haies. Et ensuite, parce que dans le cadre de ce projet sur la litière, on allait jusqu'au retour au sol. Puisque quand on dit litière bois, il y a 2 questions. Il y a l'utilisation sous les animaux, ça c'est la première question. Et ensuite, si on dit que c'est faisable et que ça fonctionne, c'est quel est l'impact sur le retour au sol d'aller épandre des copeaux de bois plutôt que de la paille. Voilà. Donc pour ça, nous, dans le projet, on a divisé en 3 une parcelle sur laquelle donc, il y avait une bande épandage paille, une bande épandage bois et une bande sans apport du tout, pour vraiment comparer ces 3 modalités. Et le champ lui-même a été divisé en 2 de part et d'autre, donc avec ces bandes dans la longueur et en 2 dans l'autre sens, pour voir une fauche par rapport à du pâturage, avec impact, valeur alimentaire et puis biomasse produite sur la parcelle. Et on a fait aussi donc, des analyses de terre point zéro et point final du projet. Donc, on va commencer notre 5e année d'utilisation pour la simple et bonne raison qu'un retour à la terre, l'impact ne se voit pas en 3 ans. En tout cas, sur les retours au sol et la caractérisation des fumiers bois, ce qu'on a pu observer, c'est que le fumier bois, par rapport au fumier paille, a un rapport C sur N beaucoup plus important. Donc, ça veut dire qu'il se dégrade beaucoup plus lentement qu'un fumier paille, ce qui n'est pas une surprise. Il a un taux de carbone beaucoup plus élevé. Encore une fois, ce n'est pas une surprise. En revanche, il est légèrement déficitaire par rapport à la paille sur le phosphore, azote, potassium. Une fois qu'on a dit ça, le fumier, une fois épandu sur la parcelle, alors nous, c'était sur une parcelle prairie. Au bout de 3 mois, on ne voit plus à l'œil, on ne voit plus le copeau sur le terrain. Donc ça veut dire qu'il s'est bien intégré dans le sol. Sur les analyses, on observe qu'on a une légère dégradation des apports par rapport à la paille, mais quand même mieux que sur la zone où il n'y a pas d'apport du tout, ce qui encore une fois est cohérent. Notamment en termes de matière organique libre ou liée, on a plus de matière organique libre dans la partie bois que dans la partie paille. Les hypothèses qu'on fait pour le futur, pour les résultats futurs, c'est de se dire que d'une, on apporte au sol une matière que les micro-organismes n'ont pas l'habitude de dégrader. Donc peut-être que, en plus du rapport C sur N qui fait que ma matière se dégrade lentement, j'ai des micro-organismes et des petits animaux dans le sol qui ne savent pas trop dégrader cette matière. Et qu'à l'avenir, peut-être qu'une parcelle où je n'épand que ça va développer des petits insectes, des champignons, des bactéries qui vont être en mesure de dégrader plus rapidement. Ça, c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que peut-être que j'apporte un peu moins de nutriments, mais que comme ça se dégrade lentement, j'en apporte de façon plus régulière et que je n'ai pas cet effet de je relargue entre guillemets tout d'un coup et la plante prend ce qu'elle peut et le reste c'est perdu. Il y a peut-être un effet pour la plante plus régulier de
Je relargue plus lentement, mais du coup, à chaque fois que je relargue, la plante, elle est en mesure de capter l'intégralité de ce que je relargue. Nous, dans le projet de recherche là, qui a été fait avec les CIVAM, on a suivi les 20 fermes et on a suivi leur chantier. Grosso modo, ce qu'il en est ressorti, c'est que la tonne de bois, c'est 70 € pour la produire. Après, tu as un rapport de... Il faut utiliser 1,5 tonne de bois pour 1 tonne de paille, pour faire la même capacité d'absorption. Quand tu remets le tout bout à bout, en gros, à partir du moment où la paille atteint 110 € la tonne, c'est plus intéressant d'utiliser ton bois que d'utiliser de la paille. Donc il y en a plein qui vont dire mais 110 € la tonne, vous êtes fous, moi je l'achète pas ce prix-là. Ok. Donc moi je l'achète ce prix-là à la ferme des Tablières. J'ai déjà eu des Normands qui m'ont dit mais nous il y a tellement de paille qu'on l'achète 70-80 € la paille, enfin aux céréaliers d'à côté, etc. Bon bah très bien, ils ont réussi à faire des partenariats. Et à côté de ça, l'autre jour j'ai rencontré des Corses, eux ils l'achètent 300 € la tonne parce que elle vient du continent, il n'y en a absolument pas de produite sur l'île et que du coup, tu rajoutes le transport maritime d'Espagne ou de France en plus du coût de la paille et du transport déjà terrestre. Voilà. Donc, ça dépend vraiment du territoire. Ceci étant dit, tous les agriculteurs de France, en tout cas beaucoup d'agriculteurs de France, ont des arbres sur leur exploitation. Et qui dit haies et bois dit entretien. Donc ça veut dire que l'agriculteur qui a des haies, qu'il ait un plan de gestion ou pas, qu'il ait fait le choix de produire quelque chose de sa haie, il y a un moment donné, il va allumer le tracteur avec le lamier ou avec la débroussailleuse et il va aller entretenir sa haie. Il va en tirer un tas de branches. Dans le pire des cas, il va le brûler et donc restituer tout le carbone capté par les arbres à l'atmosphère, ce qui, niveau écologique, n'est pas terrible. Et en plus, il aura utilisé du temps, du fuel, de l'usure matérielle pour ne rien en faire. Et donc, dans le meilleur des cas, il se dit, j'ai produit quelque chose avec mes arbres, qu'est-ce que j'en fais ? Nous, en fait, ça a commencé par mettre en place le plan de gestion des haies. Sachant que nous, à la ferme, on a 42 km de linéaire de haies qui bordent nos parcelles et 32 km en gestion. Donc, ce qui est quand même conséquent. Le plan de gestion durable des haies, le principe, il est simple. Ma haie, elle n'existe que parce que l'agriculture existe. Sinon, ce serait devenu une friche ou une forêt. Et ma haie, si je ne l'entretiens pas, elle va un peu s'auto-étouffer sur elle-même. L'idée du plan de gestion, c'est de se dire que je viens régénérer ma haie tous les 10, 15 ans pour lui permettre de faire ce qu'on lui demande de faire. Enfin, en tout cas, faire ce pourquoi elle est bénéfique, c'est-à-dire abriter la biodiversité, les espèces, les insectes qui sont bons pour les cultures, donc tous nos petits auxiliaires qui nous aident à gérer nos cultures et nos pâtures. Et donc pour ça, je viens l'entretenir. La difficulté, c'est l'absence, ou en tout cas la filière qui n'est pas encore bien construite. En Vendée, il y a une CUMA qui était déjà équipée d'un broyeur à végétaux, qu'on utilisait déjà quand on a fait exploiter par une entreprise BTP ou quand on a fait à la main, mais qui n'avait pas de pelleteuse. Et là, ils se sont équipés d'une pelleteuse et donc ils ont en plus embauché un chauffeur qui est expert de l'arbre. Et donc là, ça roule. Vous avez écouté L'arbre, ressources pour l'élevage face au climat, épisode 3, l'arbre litière. Un podcast réalisé par la Chambre d'agriculture dans le cadre du projet Climat-Vège, avec le soutien de la région Pays de la Loire et du PRDAR, Programme régional de développement agricole et rural.